Donc, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez poser les questions. Peut-être faire part d'expériences personnelles sur des solutions, sur du vécu, et voir faire des propositions complémentaires à ce qui vient d'être fait. Je profite quand même d'avoir le micro pour dire qu'il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ce qui a été présenté. La première, que je ne connaissais pas, c'est l'utilisation des tests rapides pour explorer l'état inflammatoire infectieux, qui peuvent être très très intéressants puisqu'on utilise quand même plus facilement les PU et on n'avait pas, enfin jusqu'à maintenant on n'a pas ces tests sanguins. Donc ça m'a intéressé, mais surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est que le nombre de morts en France liés aux bactéries multirésistantes est 3 fois plus élevé que le nombre de morts sur la route. C'est 2012, hein. Ça s'est sans doute empiré. Ah, en 2012. Et quand j'entends le temps de propagande qui est utilisé pour réduire le nombre de morts sur la route par rapport au temps de propagande qui est utilisé pour modifier les prescriptions d'antibiotiques, il y a quand même là des décisions en matière de santé publique qui sont importantes. Merci, je suis Nadia Promenman, je suis médecin généraliste en région parisienne. J'ai 2 questions courtes. La première, c'était concernant Monsieur Carlet. Je voulais juste savoir, vous aviez évoqué dans l'évolution des résistances, en fait, il me semble avoir entendu que vous disiez qu'il y avait une baisse des résistances et qu'elle s'arrêtait, que la résistance n'allait plus diminuer, parce que vous avez comparé les chiffres entre 2002 et 2014. Donc voilà, c'était juste ça, pour savoir un peu l'évolution dans les années à venir. Voilà. Et la deuxième question courte, c'était pour vous. Dans l'étude que vous avez faite dans le Languedoc, en fait, vous nous parlez de différences de prescription parmi différents antibiotiques, mais qu'est-ce qu'il en est de la diminution du nombre de prescriptions d'antibiotiques? Oui, alors la question c'était de savoir si on avait eu un impact sur le volume de prescription. Oui, on a eu un impact. Moins important, c'est vrai, que ce qu'on a obtenu au niveau de la modification qualitative de la prescription antibiotique, avec cette augmentation de l'amoxicilline, qui a eu pour conséquence une réduction évidemment de la prescription des céphalosporines de 2e, 3e génération, des macrolides, des fluoroquinolones. Globalement, on a eu un impact de 25% de réduction des dépenses antibiotiques annuelles. Ça représentait, si les 127 autres caisses à l'époque avaient fait la même démarche, parce que à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'antibiotiques qui étaient sous brevet, qui étaient protégés par des brevets, qui n'étaient pas génériqués, les prix étaient plus coûteux et les dépenses en France étaient autour de milliards d'euros sur l'ensemble de la classe 01C. Ça aurait représenté plus de 360 millions d'euros d'économies. Alors je dois dire, je ne l'ai pas précisé, mais l'efficacité de ces campagnes a été telle que Big Pharma s'est fâché et a obtenu l'arrêt de ce type d'expérience, de campagne de visite médicalisée. Elle a fait intervenir, la CNAM a fait interdire ces campagnes avec mon accompagnement. Bon. Un point important, c'est qu'on a eu de moins bons résultats sur la baisse du volume de prescription. Pour 2 raisons que j'ai maintenant identifiées, et j'espère qu'on va pouvoir en reparler tout à l'heure dans la discussion, aborder ces sujets. C'est que la CNAM n'a pas su, on l'a vu, déployer l'utilisation du TDR, ou du TROD, c'est-à-dire le test d'orientation diagnostique rapide de l'angine à streptocoque du groupe A bêta-hémolytique. En fait, il y a 2 leviers aujourd'hui qui m'apparaissent absolument capitaux. Si on me confiait, et j'espère que ça se fera, l'accompagnement d'une campagne aujourd'hui en 2016,
Eh bien, premièrement, j'essaierai de démontrer aux médecins ce que les recommandations ont essayé de faire, mais sans y parvenir, que les scores cliniques sont inutiles et ne sont pas efficaces, et que les médecins, et là j'ai une très très belle étude, on en parlera tout à l'heure, donc les médecins doivent renoncer à penser qu'ils sont capables de prédire l'origine bactérienne d'une angine. Ils en sont incapables. Ils font à peine mieux qu'un lancer de pièces de monnaie. Non, mais le Macuisac, on en parlera tout à l'heure. Le Macuisac, c'est un vrai problème. Il y a une incertitude médicale là-dessus, et je vous promets qu'il faut renoncer, il faut faire le TDR. Bon, le deuxième sujet, qui est très important, c'est un levier énorme aussi. Les médecins surestiment d'une façon considérable les attentes des patients en matière de prescription antibiotique et le fait qu'ils vont être insatisfaits si on ne leur prescrit pas ces antibiotiques. Et là aussi, il y a un énorme travail qui a été publié récemment et qui permet d'en faire la démonstration. Voilà. Rapidement, la réponse très vite. Non seulement les médecins sont incapables de prédire la demande des patients, mais ils se font des illusions sur l'efficacité des antibiotiques, y compris dans certaines infections bactériennes, y compris dans l'angine ou dans l'otite, en dehors de moins de 2 ans, où l'antibiotique a une action sur les symptômes très très modestes, quelques jours n'ont pas la chandelle. Les médecins ne sont pas conscients de ça. Savoir à quel âge, alors je suis pédiatre, mais j'ai travaillé pendant 28 ans en oncologie pédiatrique. Effectivement, on utilisait beaucoup d'antibiotiques. Je voulais savoir, donc j'ai pas d'expérience en ville, pourquoi le test pour l'angine fébrile, pourquoi les médecins sont si résistants? Si quelqu'un sait. Deuxième question, est-ce que le fait de diminuer la durée d'antibiotiques fait à 3 jours, moins de 5 jours, est-ce que ça augmenterait pas la résistance? On a toujours appris ça. Et troisième chose, j'ai lu, je ne sais plus où, et je vais savoir si quelqu'un a une réponse sûre, qui est la solution hydroalcoolique pour les nettoyages des mains augmenterait les résistances. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Sur la durée des antibiotiques, avant que j'oublie, de plus en plus les recommandations donnent des durées courtes. On est passé sur les prostatites de 4 à 6 semaines à 3 ou à 2, je ne sais plus, 2 dans certaines circonstances, je crois, ou 3, enfin, voilà. En tout cas, plus ça va, et plus les durées seront courtes, et ça diminue les résistances. Parce que ça diminue le temps de contact entre les bactéries du réservoir intestinal et l'antibiotique. Sur le TDR, alors là, il y a des travaux à la louche, plein de thèses, dont certaines que j'ai dirigées. On a par exemple utilisé l'expérience de François. On s'est dit, puisque François y arrive, on va y arriver aussi, on va embaucher un visiteur médical, un vrai, un pharmaceutique, à retraite, qui travaille sur l'antibiotique, et on va lui demander d'aller visiter les médecins pour leur vendre, non pas un changement de prescription, mais un changement d'attitude. C'est-à-dire, faites du TDR, voilà, faites des bandelettes urinaires, on est prêt, parce que leur avait de l'argent, à vous offrir, et puis, je ne sais plus quoi encore, utiliser l'antibiotique. Mais il s'est fait jeter, mais comme pas possible, au bout de 50 ans. Alors que c'était alors pourquoi je vais y venir? C'était un visiteur médical expérimenté, et au bout de 50 patients, il a dit stop, je jette l'éponge, j'arrête. Et donc on a complété le travail, et on a embauché, enfin, on a utilisé sa thésarde, enfin, ma thésarde en l'occurrence, qui a été interrogé les médecins qui donc refusaient de faire le TDR. Alors ils annoncent des arguments totalement irresponsables et faux, en disant ils utilisent des arguments que seuls les médecins qui ont pas le TDR donnent, c'est-à-dire ça prend du temps, c'est pas vrai, ça ne rallonge pas d'1 minute la consultation si on s'apprend bien, c'est licencible mais spécifique, c'est faux, c'est des examens d'excellente qualité, et puis des arguments genre on a entendu ça, moi le coach je le sens, voilà. Non, on a entendu des choses monstrueuses. On accepte des médecins des choses qu'on n'accepterait pas d'un coiffeur ou d'un dentiste. Hein. Moi, on m'a appris à la fac qu'il fallait mettre tous les antibiotiques, tous les angines sont antibiotiques. Je ne sais pas pourquoi je changeais aujourd'hui des choses comme ça. Moi, je crois que la vraie raison, et c'est pour ça que la bandellette urinaire, ça ne marchera pas mieux, les trodes, ça ne marchera pas mieux que le test, c'est parce que les médecins, et c'est très bien mis sur le poster, ils ont envie de faire. Ils ont envie de prouver qu'ils sont utiles. C'est des
mécanismes inconscients. En tout cas, les médecins français et hollandais ne sont pas comme ça. C'est pour ça qu'ils prescrivent moins. Il faut légitimer leur... Ils ne sont pas dans l'accompagnement et dans le conseil, ils sont dans le faire, dans l'activisme, et c'est comme ça que les médecins français fonctionnent. Tant qu'on n'aura pas cassé ça, c'est bien plus difficile de distribuer des bandelettes urinaires. La bandellette urinaire, c'est un outil fantastique, puisqu'elle a une excellente valeur prédictive négative, pour ne pas prescrire d'antibiotiques. Si les médecins ne l'utilisent pas, c'est parce que quand quelqu'un vient avec une cystite, et que la bandellette est négative, ben je peux dire que le médecin dans le caca, c'est pas très bien. Voilà. Et pour l'angine, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais avec une patiente qui a une angine érythrématopoïétacée épouvantable et 42 fièvre, qui a un test négatif? Je lui donne du paracétamol. Parce que le Xaganès, c'est pire que tout, les corticoïdes, c'est pire que tout, les antibiotiques, n'en parlons pas. Eh bien, un médecin français ne sait pas faire ça. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Il faut leur apprendre. Et appliquer. Il faut de la pédagogie, je crois. Oui. Alors, une première question sur le fait que beaucoup d'autres facteurs interviennent que la prescription elle-même, et qu'aujourd'hui on a affaire éventuellement à un caractère épidémique des souches résistantes. Est-ce que ceci implique qu'il y ait d'autres mécanismes d'altération génétique des bactéries résistantes par rapport aux bactéries sauvages dont elles sont issues? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous en dispose, c'est tout récent, médicaments directement actifs sur les virus? On peut imaginer qu'on favorise la sélection de virus résistants par les traitements présumés efficaces sur la souche sauvage de virus à partir de laquelle on traite les patients. Est-ce qu'il y aurait un phénomène semblable pour les antiviraux à action directe? Mais on pourrait, d'ailleurs, l'OMS utilise systématiquement le terme de antimicrobienne, et pas uniquement antibactérienne. C'est un peu exactement la même chose pour les virus, pour les parasites, pour le PK. Il y a un phénomène, il y a la résistance augmente pour beaucoup de micro-organismes, pas que les bactéries. Cette question Et les antiviraux exercent une pression de sélection importante, responsable de la résistance. Cette question n'était pas du tout innocente. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne l'hépatite C, un certain nombre de gens commencent à envisager l'éradication. Est-ce raisonnable de penser à l'éradication de façon à que l'on ait une population mondiale qui revienne à une situation antérieure que nous ne connaissions pas du reste pour la prévalence de l'hépatite C avant d'identifier le virus? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a affaire à une maladie émergente récente. Est-ce le cas? Et pourrait-on revenir à une population mondiale privée de son virus d'hépatite C? Je ne sais pas répondre à ça. Je ne suis pas trop spécialiste sur le virus et sur l'hépatite, mais je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça dans la salle. Globalement, éradiquer des choses dans la nature, il n'y a pas de vie. Il y a des équilibres, hein, et il faut apprendre à vivre avec des tonnes de bactéries, de virus. Il faut comprendre pourquoi il y a des déséquilibres, il faut se remettre en cause pourquoi une maladie émerge. C'est ça, parce que tu auras plus celle-là, tu en auras une autre. L'éradication, pour moi, c'est quelque chose qui doit rester du domaine de l'exceptionnel. De l'exceptionnel, parce que c'est aberrant au niveau du vivant. Et l'adaptation de tous les vivants, c'est la résistance et l'adaptation des choses. Donc il faut voir un mode de vie et voir. Voilà, on va voyager au bout du monde, on met les enfants dans des postes communautaires. Il y a plein de choses pour mettre en cause, comme les accidents de voiture. Une autre réponse possible qui confirme ce que vient de dire les intervenantes là, c'est effectivement les voyages. Et il y a une expérience, un travail très très intéressant, bien que limité, qui a été fait il y a quelques années, sur un groupe de Norvégiens, je crois, qui va se promener en Inde. Et ce groupe de Norvégiens bien propre, on leur propose de faire, avant de partir, un ébouillonnage rectal. Et donc on recherche au niveau du rectum s'il n'y aurait pas des bactéries pas sympathiques. Et comme ils sont bien propres dans un pays où on prescrit peu d'antibiotiques, ils ont 0 EBE-BSE. Ils vont 15 jours en Inde, dans les hôtels tip-top, ils vont voir le Taj Mahal, ils ne mettent pas les pieds à l'hôpital, ni sur les marchés ou l'hôtel, ils reviennent, 80% sont contaminés. Alors ils vont finir par la clearance naturelle, ils vont finir par se débarrasser de leur microbe résistant, sauf si on leur donne les antibiotiques entre-temps. Plusieurs questions que j'avais en la réponse pour ce test. Il me reste une
une question sur le stress test. C'est que normalement la recommandation c'est de donner l'azithromycine 3 jours. C'est donné. L'azithromycine. Oh, ça c'est en deuxième attention. Hein. Non, la recommandation, ça reste la note. Et l'azithromycine 3 jours. C'est les SPIF qu'il faut regarder, hein, les recommandations. La recommandation de la SPIF de 2011 dit Amox 6 jours et en cas d'allergie documentée et sévère, macrolide, dont l'azithromycine. L'azithromycine 3 jours, ne nous leurrons pas, c'est 8 jours d'antibiotiques. Hein. La demi-vie est très longue. Je suis d'accord. Voilà. Non, mais c'est parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de résistance à l'azithromycine. Ah, c'est sûr, oui, les macrolides, il ne faut pas les utiliser. Il faut Pas- éviter de les Il utiliser. n'y a pas d'indication macrolide en France, quasiment pas dans aucune pathologie, à part la toxoplasmose et pneumonie mycoplasme, on a des trucs. Je disais, quand on m'a vendu entre guillemets Streptatest, on m'a dit Streptatest, génial, poussant positif, 3 jours d'azithromycine. Qui a vendu ça? Ça. C'est trop bas. Je ne sais pas qui est-ce qui nous représentait pour nous donner. L'assurance maladie, vous avez dit ça? Oui. C'est une mauvaise information et un dame qui n'a pas été bien formé au sujet. Ah ouais. Ça, c'est évident. Ah ouais. Pourquoi on traitait dans les recommandations novembre 2005 de l'AFSAMS une angine à streptocoque? Parce qu'il s'agissait d'éviter, et ça Jacques en parlera beaucoup mieux que moi, quelque chose qui est devenu maintenant rarissime, ce sont les complications post-streptocoxiques, qui sont très rares. Voilà. Et voilà. C'était pour ça qu'on avait dit qu'il faut traiter ces angines et uniquement les angines bactériennes et pas les virales. Bon. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les médecins n'ont pas adhéré, c'est qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi il fallait faire ce test. Je pense. Hein. Moi, quand j'étais étudiant, on ne m'a pas vendu, on m'a cadré. Oui. Dans les années 70, j'étais étudiant en Algérie, puis ensuite j'ai pratiqué longtemps là-bas, on m'a cadré. Je n'étais pas médecin libéral, parce que je ne crois pas qu'il y ait de la médecine libérale, en train de faire passer des médecins subventionnés par l'assurance solidaire pour de la médecine libérale. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est le fait d'avoir la liberté de prescrire. On m'a appris de ne pas avoir la liberté de prescrire. Les années 70, ça a existé à la fac. C'est-à-dire toutes les questions de diagnostic, de thérapeutique, qui faisaient l'objet d'un programme de santé du pays et avaient un protocole obligatoire, unique, et les médicaments n'étaient pas vendus en officine. Bon, depuis, les choses ont changé malheureusement. Mais la lutte antituberculeuse, j'ai appris qu'il y avait 3 lignes, c'était absolument un référentiel dont je ne pouvais pas déroger. Et si j'avais le malheur de sortir de la ligne tracée, il fallait que je rende des comptes tout de suite. La même chose pour toutes les maladies transmissibles par voie hydrique, les maladies contrôlables par la vaccination à l'époque, etc. Il me semble que j'étais heureux, et il me semble que les indicateurs... il me semble que, bien sûr que ça a changé malheureusement, dramatiquement changé. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, François. Je demande la parole après Omar. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une question aussi, c'est pas aussi des habitudes des médecins français, c'est aussi la posture qu'on leur accorde et qu'on leur laisse pas, dès le début. Moi, j'ai signé un contrat à vie avec le service public, en retour des études, des indemnités que j'ai reçues, externes, internes, résidents, etc., etc. Je crois que la contradiction, c'est d'avoir un système hautement socialisé, avec des pratiques libérales qui posent un problème, pas d'un point de vue moral ou idéologique, qui posent un problème du point de vue de ce qu'on dispute. C'est-à-dire que la liberté de prescrire, ça n'existe pas d'ailleurs, puisque les médecins prescrivent sous influence. Ben oui. D'accord. Donc voilà. Ils sont libres de prescrire. Je pense que c'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est pas la peine qu'on tourne autour du pot, on va faire des référentiels, on va ceci, etc. Il y a un cadre d'intérêt général, il n'y a pas un cadre d'intérêt général. Au passage, j'ai assisté à un atelier de l'OMS, du temps où elle était multilatérale, elle n'était pas financée par Bill Gates à l'époque, le terme éradiqué, ils ont fait leur autocritique dessus. Comme ils ont lamentablement échoué sur la polio, etc., ils ont dit stop, on n'utilise plus ça comme un objectif atteignable. Maîtriser, contrôler, machin, jusqu'à... etc. Ils ont eu des déboires. Nous, on était convaincus que la polio, on ne la verrait jamais. Alors, vous voyez que de temps en temps, il y a des petites souches qui s'échappent. Donc moi je crois qu'il faut rester modeste et recadrer la question de la... C'est-à-dire ce qui est intéressant avec les antibiotiques, c'est
le travail sur l'opinion. Les médecins restent en grande majorité, mon petit-fils va chez un pédiatre, la pédiatre, elle ne le rate pas, chaque fois il sort avec un antibiotique. Allez ramer contre. Allez ramer contre. C'est-à-dire la question, elle est là. Si on travaille, surtout que maintenant il y a des gens qui lisent, qui sont réceptifs, etc. Il faut travailler la tête des gens. Il faut travailler la tête des gens pour que la commande sociale renverse. Travailler avec les médecins, c'est peine perdue. Non, on touche au cœur de la poche. Bon, ton modèle, il est excellent parce que bon, tu es un médecin de santé publique, et tu n'es pas un médecin libéral, tu n'es pas dans un cabinet. Bon, les médecins libéraux, ils ont peut-être l'illusion d'avoir la liberté de prescription, parce qu'en réalité, on le sait, ils sont influencés. Mais c'est eux qui décident quand même. Même si c'est un laboratoire qui vient les visiter, c'est eux qui finissent par décider si oui ou non ils vont changer de comportement de prescription. Bon. Quand on a une démarche pédagogique, que l'on apporte une information que le médecin n'avait pas, avec de la valeur ajoutée, et ça j'aurais aimé passer plus de temps là-dessus, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Quand en plus de ça, on fait une restitution très détaillée et précise, et documentée, sur la pratique de prescription du médecin, et qu'on ne lui dit pas, il n'y a qu'à faire, ou plus, bon, l'assurance maladie c'est plutôt, il n'y a qu'à pas, il ne faut pas qu'on. C'est encore pire. Donc la coercition, ça ne marche pas. Ça ne marche pas chez les médecins libéraux. Peut-être que ça peut marcher chez d'autres populations de médecins, mais chez les médecins libéraux, et encore une fois, c'est eux qui prescrivent 90% des antibiotiques, 70% pour les médecins généralistes, c'est des chiffres qui sont irréfutables. Bon. Si on fait ce qu'on a fait en région Languedoc-Roussillon, c'est rien d'autre que du développement professionnel continu, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la formation continue à un haut niveau, parce qu'on leur a montré des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ils reprenaient rendez-vous. Il faut savoir que les dames sont souvent, les médecins refusent parfois de les recevoir. Et là, ils reprenaient rendez-vous. Et ils reprenaient rendez-vous pourquoi? Parce qu'on leur montrait une restitution pratique. Il faut savoir qu'avec les logiciels de prescription en médecine de ville, il n'y a aucun logiciel qui propose aux médecins, en quelques clics, de constituer un panier de médicaments, dans quelques domaines que ce soit, et notamment dans le domaine des antibiotiques, et d'avoir une restitution sous la forme de graphique à l'échelle de sa patientèle, de comment a évolué et comment évolue sa pratique. Donc on avait une valeur ajoutée très importante à apporter. Mais il ne faut pas le faire, certains délégués d'assurance maladie auraient tendance à dire, voyez, on va parler de ça, vous faites ça, ben c'est pas bien docteur. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut leur dire, voilà, les clés pour comprendre le graphique, quelle est votre pratique. Maintenant, en fonction de ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y aurait des éléments que vous seriez prêts à modifier dans votre pratique? Et là, quand on y va comme ça, le grand sens, dans le sens du poil, et en y allant avec de la pédagogie, pas avec de la coercition, et ben il se bouge, et c'est prouvé, et ça marche. Et je pourrais vous montrer la même chose avec les statines, on a eu des résultats sur les statines. Et récemment, et bon, personne ne veut pas que ça se sache, sur les Césartans. Une fois qu'on a compris le bon usage des choses, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, les tests, je trouve dans les pistes que vous avez dit, les tests, moi je fais le test pour l'angine. Bon, il y a quelques trucs, il y a des gosses qui te dégueulent dessus avant d'avoir par la bouche. Quand même, ça, c'est ceux qui, quand même, bloquent dans ce système-là. Par contre, si tu commences par faire ça pendant que tu finis le reste de ton examen clinique, tu ne perds pas de temps du tout. Moi, je m'amuse à tester, je suis assez bonne. Franchement, cliniquement, j'arrive à faire des bonnes diagnostics, je trouve. Donc, voilà. Si tu interroges bien les gens, tu tiens compte de tous les symptômes aussi. Après, pour les humides et tout, ça va être développé à fond, parce que ça nous permet aussi d'éduquer les gens. Le côté aussi responsabilité, tu sais, des suites, on va soigner, je te l'arrête tout de suite, ceux qui ont peur aussi, les médecins de ville. Enfin, moi, je ne suis pas une grande trouillarde, mais quand même, c'est quelque chose qu'on a toujours sur la tête aujourd'hui. Donc, la peur de mal faire et d'avoir des suites, des médecins qui vont pas bien, etc. Je veux dire, tout ça, ça peut nous aider, il faut que ce soit très performant, que ce soit rapide. Je pense qu'on a les besoins que ça, qu'on a les moyens, je veux dire, aujourd'hui, et que c'est vraiment un bon système et qui sont cons de ne pas développer les trucs aussi basiques. Je veux dire, avec des accès, moi je suis sûre qu'il y en a plein de trucs possibles aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Pour une fois, je serais bien utilisé. Après, bon, la campagne, là, le nombre de morts sur la route par rapport au nombre de morts par résistance à l'antibiotique, faites ce qu'il faut,
mais qu'on en fasse une belle campagne de ça, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, un bombardement. Je veux dire, une bombarde, d'autant que le chemin est fait par le truc sur les accidents de la route, si on enclenche ça derrière, et ça permet aussi à nous, c'est d'avoir un argument majeur. Ça va bouger les médecins et bouger les patients, parce que le patient va se sentir aussi responsable de la mauvaise utilisation qu'il demande. Et après, il faut quand même aussi réaliser qu'il y a quelque chose qui compte beaucoup aujourd'hui. C'est que, notamment pour les petits, quand ils sont malades, les gens ont l'impression, d'abord parce qu'il faut prendre des arrêts maladie, parce que le mode de vie est compliqué, qu'il n'y a pas mamie-papy pour garder le petit à l'école. Voilà. Pourquoi ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudra arriver un jour à gérer. Avant, on était malade, on nous gardait à la maison, avec quelqu'un qui s'occupait de nous, des tisanes, des trucs pour la faire. Ça, c'est le monde moderne, quoi. Ça a un coût qui est un coût en argent, un coût dans les résistances aux antibiotiques. Si on bombarde tout ça, c'est parce que, dites le petit, il faut que, nous on est sous la pression, qui est quand même une pression sociale importante. Hein. Tu vois ce qui se passe avec le travail aujourd'hui, les gens ils sont emmerdés, nous on est là aussi, quoi, là-dedans. Donc ça, je trouve que c'est... Alors j'aimerais aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des études sur les enfants traités en crèche? Parce que moi, je suis désolée, la crèche, par exemple, j'estime que ça ne devrait pas exister avant un an. Pas que je ne suis pas contente, je trouve qu'elles font un travail formidable, mais ce n'est pas un lieu de vie pour un gosse avec une immunité zéro. Voilà, hein, il faut lui laisser grandir. Donc ça aussi, au niveau social, c'est des choses qu'il nous faut faire remonter. Quel type d'économie on peut faire là-dessus? Hein, moi, je trouve ça hyper important. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup plus d'antibiotiques? Je ne sais rien. C'est peut-être quelque chose à valoriser ou quelque chose à faire faire. Après, moi j'avais vu par contre pour les lavages de mains, tout ça, une étude sur les favelas. Il y avait même des meilleurs résultats lavage de mains au savon et lavage de mains qu'avec le savon antiseptique. Et ils n'avaient rien changé d'autre, ça avait fait chuter les diarrhées de je ne sais pas combien. Voilà, des trucs basiques, parce que c'est vrai que les produits, là, ils disent que les produits, c'est de... Ben oui, c'est comme tout le reste, tout s'adapte. Hein. Donc il faut repartir au truc de base aussi. On l'a oublié, hein, voilà. Et après, je voulais parler des bactériophages là, qui sont présentés, qui pour moi ne sont qu'une solution transitoire, parce que les bactéries aussi, elles s'adapteront à ce type de truc. Mais est-ce qu'il faut l'utiliser? Bon, Michel Rivasi à fond là-dessus. Oui, je sais qu'il y a un hôpital parisien qui s'en occupe. J'étais présent. L'ANSM a ouvert, d'abord il y a un essai thérapeutique hein, qui est lancé en France. Je préfère laisser la parole à Jean Carnet, parce qu'il doit mieux connaître ce sujet. C'est utilisé depuis très longtemps, c'était utilisé en France, hein, bien sûr, il y avait une belle banque de pages à Vasseur. Ça, il ne la retrouve plus, je crois que ça a été plus ou moins jeté. Donc il faut la reconstituer, mais c'est très utilisé en Russie, par exemple, ou en Ukraine, ou en Géorgie. Et donc il y a des patients qui ont dû aller là-bas pour se faire traiter. Ou alors des importations un peu clandestines de phages qui ont été utilisées par certaines équipes en France, mais assez rares. À Villeneuve-Saint-Georges, qui ont une bonne expérience de ça. Et pour la mise sur le marché, évidemment, les études russes ou géorgiennes ne sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas d'études de bonne qualité, il n'y a rien du tout qui réellement atteindrait le minimum de niveau minimum scientifique pour le mettre sur le marché. Donc là, il y a une étude chez les brûlés qui est en cours et qui peut-être permettra de la mise sur le marché, on espère.